Alors bonjour la France, bonjour les Antilles, bonjour la Martinique. Alors aujourd'hui une vidéo pour vous parler des trois composantes de la respiration qu'on apprend notamment dans la méthode Oxygen Advantage et qui sont essentielles pour sortir de justement des douleurs, du stress mais aussi des médicaments. Alors moi je me positionne vraiment dans l'idée qu'on peut vivre sans médicaments, alors, toute proportion gardée vis-à-vis des pathologies très lourdes, des traitements médicaux suivis de près. Mais aujourd'hui on sait avec les dernières études que les médicaments on en a besoin que entre 3 et 14 jours et normalement on n'en a plus besoin à partir du moment où le corps reprend son contrôle et qu'on a généré des nouvelles habitudes cohérentes au regard des problèmes qui étaient sous-jacents. Ça veut dire simplement que à partir du moment où je prends un médicament, ça doit s'inscrire dans une intelligence, dans un système de réflexion où à côté du médicament, il y a la création ou la recréation de nouvelles habitudes qui sont en accord, qui vont venir réguler justement les difficultés rencontrées par exemple au niveau physiologique ou alors au niveau émotionnel. Par exemple, si j'ai des maux de tête répétés et que je me retrouve à prendre du Doliprane ou de l'Efferalgan à chaque fois et que j'en fais une habitude et qu'à aucun moment je me pose la question de pourquoi au niveau de mon foie ou de ma vésicule biliaire il y a un signal qui est envoyé à mon cerveau et à mes cervicales pour dilater l'ensemble des vaisseaux dans ma capsule, dans mon crâne en fait, où mon cerveau est contenu. Et que c'est cette dilatation des vaisseaux qui va provoquer un mal de tête, et si je remets pas ça en question et que je fais rien par exemple pour désengorger mon foie, désengorger ma vésicule biliaire et du coup limiter ces maux de tête, ou alors simplement entrer dans une espèce de détox, on va purifier un peu le sang, on va donner un peu de liberté aux organes, on va un petit peu respirer et on va boire plus d'eau. Si je rentre pas dans ces logiques, dans ces réflexions, je vais créer des nouvelles habitudes à côté de la prise du médicament, on va rester dans un mode un peu robotique où on va ressentir quelque chose et on va proposer un comportement réflexe où on va simplement prendre un Doliprane. Donc ça permet de se rappeler du triangle bien connu entre les pensées, les comportements et les émotions, c'est-à-dire que je pense d'une certaine manière, donc je ressens d'une certaine manière et donc j'agis d'une certaine manière. Si j'agis toujours de la même façon, je vais toujours faire écho aux mêmes boucles de pensée et je vais ressentir la même chose. Si je reste dans un état émotionnel de la même manière qui est toujours le même, c'est-à-dire que par exemple j'ai une boucle un petit peu dépressive et je stagne dans des états de tristesse et de chagrin, et aujourd'hui on sait que c'est connecté à certains types de pensées qui sont du coup connectés à certains types de comportements. Donc il y a une boucle comme ça. Et pour sortir de cette boucle, c'est au milieu de ce triangle, il y a un point central, c'est la conscience. C'est quelle conscience j'ai de ce triangle, quelle conscience j'ai de comment je pense, qu'est-ce que je ressens et comment j'agis. Et qu'est-ce que j'en fais? Voilà, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que je peux faire? Moi dans mes vidéos, il y a deux objectifs principaux. Premier, c'est développer cette conscience de soi, donc être capable de prendre du recul sur ce qui m'arrive, réussir à avoir au moins sur 3 plans, mes comportements, mes émotions, mes pensées. Et puis la deuxième chose, c'est vous donner des billes concrètes pour agir différemment, voilà. Ou pour en tout cas améliorer vos comportements en termes de soins de soi. Donc dans cette vidéo, je vous disais que je me positionne de plus en plus sur une idée de vie sans médicaments. Ça fait maintenant presque 10 ans que je ne suis plus malade. J'ai dit au revoir aux grippes, aux gastro, aux rhumes des foins, aux allergies, aux douleurs gastriques, etc. On va dire un peu les maux du quotidien. Je saignais beaucoup du nez aussi. J'avais tendance à saigner du nez, à avoir le nez fragile comme on dit entre guillemets. Mais en fait tout ça, ça venait principalement d'une alimentation trop sucrée et d'une conscience beaucoup trop légère sur ma manière de respirer et ma manière de me comporter avec les autres, notamment vis-à-vis de
ma violence intérieure, si je pourrais dire ça comme ça, mais c'est avant tout une forme d'inconscience de mes propres besoins, une forme de non-savoir au fait de dire oui ou de dire non, hein, de ce qui est en accord pour moi, de ce qui est juste pour moi. Donc pour cette vidéo, l'idée c'est juste de vous parler à nouveau des 3 composantes de la respiration, enfin, en tout cas d'une matrice où on peut retrouver quand même pas mal de choses qui sont intéressantes par rapport à la respiration, à savoir la composante biochimique, la composante biomécanique et la composante, on va dire, psychophysiologique. On pourrait parler de composante nerveuse ou psycho-émotionnelle. La première composante, c'est la composante biochimique. Pourquoi elle est intéressante quand on travaille la respiration de cette manière-là? C'est parce que, tout d'abord, on va réguler les niveaux d'oxygène et de CO2 dans le corps, dans le sang. Ça me permet de vous introduire l'effet Bohr à nouveau. Donc l'effet Bohr, j'en parle dans d'autres vidéos, c'est une loi en fait physiologique qui a été découverte par Christian Bohr, qui était un médecin physiologiste danois, qui déjà en 1891 découvrait le volume mort pulmonaire. Donc c'est un volume où il n'y a aucun échange gazeux. Donc ça veut dire qu'on n'utilise pas tout son volume inspiratoire à l'inspiration dans les échanges gazeux. Par contre, c'est un volume qui est intéressant parce que c'est ce volume-là qui permet de garder les alvéoles dilatées. Ok, donc ça c'est intéressant parce qu'il y a vraiment une partie de notre inspiration, une partie de l'air qu'on inspire qui sert à garder les choses dilatées, et c'est grâce à ça notamment que derrière les échanges gazeux peuvent se faire. Donc déjà en 91 il découvre ça, et puis en 1903 il découvre la relation entre l'hémoglobine, l'oxygène, le dioxyde de carbone et l'hydrogène. Et en gros, aujourd'hui on sait que l'oxygène va perdre son affinité avec le globule rouge, c'est-à-dire que quand j'inspire, l'oxygène va être extrait au niveau de mes poumons, va être extrait de l'air pour rentrer dans le globule rouge, puis le globule rouge va se diriger vers les cellules pour libérer de l'oxygène dans la cellule, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est que plus il y a de dioxyde de carbone dans mon corps, et localement, plus l'oxygène va pouvoir sortir du globule rouge et rentrer dans la cellule. Okay? Il va pouvoir perdre son affinité avec le globule rouge. Et il découvre ça en 1903. Ça s'appelle l'effet Bohr. Donc simplement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus j'ai du CO2 dans mon corps, plus l'oxygène rentre dans mes cellules et permet de créer de l'énergie. D'accord? Permet d'asseoir un métabolisme aérobie. Donc ça, c'est très intéressant parce que déjà d'une, ça permet de dédiaboliser le CO2. On a tendance à dire, bah voilà, c'est acide, c'est pas bon. Alors que bon, en plus de permettre absolument de créer de l'énergie, donc de permettre absolument que l'oxygène rentre dans les cellules, en plus de ça, le CO2 c'est vasodilatateur, ça va venir dilater et relâcher toutes les voies respiratoires. Donc c'est aujourd'hui, il y en a, enfin même depuis des années, depuis des décennies, il y en a qui se penchent vraiment que sur le CO2 et qui estiment que c'est vraiment l'ingrédient sur lequel on a un vrai contrôle et qui est la base de l'immunité. Parce que quand on a un bon niveau en CO2, le rapport en oxygénation s'équilibre et on peut recréer de l'énergie, l'oxygène il va rentrer dans mes cellules, il va réparer les tissus, etc. Donc l'effet Bohr c'est hyper important et c'est découvert en 1903, donc c'est-à-dire il y a 120 ans. Il y a 120 ans, depuis 120 ans, on sait que en fonction de la quantité de CO2 qu'on a dans le corps, on est en meilleure santé. D'accord ? Et on sait aussi que ça passe par la respiration. Déjà pour vous dire que ça fait 120 ans, on va dire scientifiquement, qu'on sait ça et que qu'on n'en entend pas parler, sachant que ce médecin danois, hein, Christian Bohr, c'est le père du prix Nobel de physique Niels Bohr, physique quantique, et le grand-père de H. Bohr, qui a aussi un autre prix Nobel par la suite. Donc il y a des familles comme ça. Donc ça peut être intéressant quand même d'aller voir un petit peu plus près. Donc on sait depuis 120 ans que ça se passe par la respiration et dans cette relation-là. Aujourd'hui on a toutes les techniques pour ça.
Donc première composante biochimique, le fait de respirer de manière lente, d'accord, de manière profonde, ça va permettre de réaugmenter les niveaux de CO2 parce qu'on a tendance à hyperventiler, à expulser beaucoup trop de CO2 quand on est sous stress. Donc là, on va diminuer l'expiration, on va la rendre plus profonde et on va inspirer plus doucement. Déjà, tout simplement, ça va venir équilibrer. Ce que ça va jouer aussi, c'est que cette élévation légère du niveau de CO2 dans le sang, un peu partout, va mettre en branle des capteurs qu'on a dans le sang, qui sont des capteurs chimiques et qui sont sensibles à l'élévation du niveau de CO2. Ça, c'est très important parce que ces capteurs-là, ils envoient des signaux directement au centre du cerveau, aux amygdales cérébrales, qui, vos amygdales cérébrales vont recevoir ce signal. Et ce signal, quand il provient de ces capteurs-là, en général, c'est un signal de danger plus ou moins important parce qu'elle active le besoin de respirer. Donc quand vous avez un gros stress, par contre, ça va envoyer un signal de danger de mort. Donc quand votre cerveau il reçoit ce signal-là, il va activer le système vagal, vous allez faire un espèce de malaise vagal, ça pourra prendre la symptomatique d'un essoufflement rapide, d'une crise d'angoisse, d'un mal de tête, d'un vertige, etc. D'accord ? Donc je pense que tout ça, ça vous parle. Et le truc, c'est qu'il peut y avoir plein de petits signaux qui sont envoyés insidieusement, où on accumule, où on verrouille les émotions, où on n'exprime pas les choses. Et ensuite, c'est une tension qui s'accumule. Vous avez, une résistance maximum et au bout d'un moment, ça pète. D'accord ? Et là, il y a un os qui pète, il y a une maladie qui se déclare, il y a des pulsions émotionnelles qui sont beaucoup trop dures à gérer et on retourne dans des addictions, etc. Donc, ces capteurs-là, l'idée, c'est qu'ils sont trop sensibles. On est hyper sensible au CO2. Okay ? Au lieu de pouvoir accumuler ça de CO2, on arrive à accumuler que ça et c'est déjà la mort. C'est le signal qu'on envoie. Donc l'idée, quand on reprend une respiration qui est cohérente sur ce point-là, on va s'entraîner à gérer sa vie avec un petit peu plus de CO2 dans le sang. Au début comme ça. Et puis avec l'entraînement, un petit peu comme ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça. Et puis comme ça. Et on va y aller en douceur. Parce que en parallèle, vous allez voir ensuite, ça va provoquer d'autres résultats positifs qui vont faire que ça passe tout seul. Et au final, on arrive à diminuer la sensibilité de ces récepteurs-là, donc à diminuer les signaux de danger qui sont envoyés à mon cerveau. Et donc, de diminuer les réactions un petit peu réflexes qu'on peut avoir. Donc ça va pouvoir se traduire vraiment d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire qu'on peut le mesurer avec les concentrations en CO2 et en oxygène dans notre corps, on peut les mesurer avec des réactions nerveuses, mais on peut aussi le mesurer en observant sa propre vie, comment je gère mes réactions émotionnelles dans les discussions, comment j'arrive à prendre du recul sur les choses, comment j'arrive à progresser au niveau de ma pratique sportive ou de ma pratique physique, comment je gère mon essoufflement. Parce que ça, c'est le dernier point sur cette composante biochimique, c'est l'essoufflement. On va bien sûr venir réduire l'essoufflement parce que l'essoufflement, c'est aussi avant tout ce signal de besoin de respirer, donc ces capteurs qui sont trop sensibles et qui envoient un signal. Donc si tout ça aussi s'est calmé, forcément, je vais réduire mon essoufflement et on va quelque part aussi normaliser sa respiration, on va diminuer le nombre de ventilations par minute et tout ça, ça va calmer le cœur, bien sûr. Ça va calmer le cœur et on va être capable de ralentir son rythme cardiaque. Deuxième composante, biomécanique, c'est simplement l'idée d'avoir une respiration naturelle. Une respiration naturelle, c'est quoi ? C'est une respiration qui utilise tellement bien le mouvement du diaphragme que ça va stabiliser la colonne vertébrale. Donc on va être sur une respiration qui va être beaucoup plus ventrale puis costale, c'est-à-dire que l'air, quand j'inspire, il rentre par le ventre et puis il passe au niveau des flancs, il arrive au niveau des côtes et je dois être capable de solliciter l'écartement de mes côtes en avant mais aussi en arrière, tout autour de ma cage thoracique. Mes côtes, c'est pas juste devant, elles font le tour et elles viennent s'accrocher à ma colonne vertébrale. Donc quand je respire de manière biomécanique, c'est-à-dire cohérente au regard de ce que la nature m'a donné comme corps et qui permet d'avoir des effets biologiques, biophysiologiques optimaux, et finalement je vais développer ce qu'on appelle
la force musculaire respiratoire, donc c'est la qualité de mes muscles respiratoires, donc le diaphragme et les intercostaux, et des muscles, on va dire, au niveau costal. Ensuite, vous avez les muscles secondaires qui sont au niveau du cou, qui permettent de plus lever la cage thoracique, mais qui sont plus une symptomatique de stress, parce que normalement, on n'a pas besoin de lever la cage thoracique, parce qu'on doit être sur une respiration qui est légère, qui passe par le ventre et les côtes. Ça suffit largement. Donc dans cette dimension biomécanique, on va chercher à remettre de l'amplitude au niveau du diaphragme, de l'utilisation du diaphragme, et ça, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer d'abord des signaux, ce qu'on appelle parasympathiques, donc des signaux qui vont venir calmer au niveau nerveux, des signaux qui vont venir amener le corps à diminuer les battements du cœur, donc à ralentir la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce qu'on a des mécanorécepteurs, des capteurs qui sont sensibles à l'élasticité des tissus musculaires, et notamment des tissus musculaires de vos muscles respiratoires principaux, donc au niveau costal et au niveau du diaphragme. Quand ces récepteurs-là, ils sont sensibles, ils voient que le muscle, il reprend de l'élasticité, de l'amplitude, il envoie tout de suite des signaux qui vont venir calmer l'ensemble du corps. C'est assez sensationnel, c'est quand même assez génial, parce que c'est hyper rapide. Donc première chose, ça va vous calmer. Deuxième chose dans l'amplitude du diaphragme, c'est que ça va libérer de l'espace au niveau de votre cage thoracique, au niveau de vos poumons. Donc ça veut dire que vos poumons, ils vont pouvoir beaucoup plus se dilater. Vous vous souvenez de ce volume mort dont je vous parlais qui permet de garder des alvéoles pulmonaires dilatés. Vos alvéoles pulmonaires, c'est là où il y a les échanges gazeux qui se produisent. Donc si je libère avec à l'inspiration un diaphragme qui descend plus en bas, je vais libérer les poumons et je vais permettre à mon arbre pulmonaire de beaucoup plus se déployer. Ça, c'est du coup un catalyseur des échanges gazeux au niveau pulmonaire. Okay, et donc de l'oxygénation, à la fois de l'oxygénation pulmonaire et création d'énergie, mais aussi au niveau de la libération des toxines et des choses par retour veineux qui remontent ensuite et des choses qui doivent être expulsées du corps. Donc, libération au niveau de la capacité pulmonaire, et bien sûr aussi un massage des viscères. Si mon diaphragme bouge comme ça, il va y avoir un massage moins important que si mon diaphragme il bouge comme ça. D'accord? Donc ça va venir masser les viscères. Je vous le disais dans une autre vidéo, ce qui donne une bonne fonction digestive notamment, en tout cas une bonne santé au niveau de mes organes. Donc quand je dis organes, ça va être la vésicule biliaire, foie, estomac, même œsophage, rate, pancréas, intestin bien sûr. Donc tout ça, on ne peut pas avoir d'action directe, d'accord? Si je contracte le poing, je peux contracter. Mais si je vous demande de contracter votre foie, de contracter votre estomac, de contracter votre vésicule biliaire, de contracter vos intestins, est-ce que vous pouvez le faire? Non. Parce que c'est pas relié par les mêmes nerfs et par le même système nerveux. On ne peut que agir sur nos organes par un massage. Vous pouvez par contre vous automasser. Ok. Ensuite, par votre comportement, c'est-à-dire que la qualité de ce que vous vivez, en gros, si vous vivez des choses agréables, vous allez pouvoir relâcher les tissus de vos organes. Et ensuite, et avant tout, j'ai envie de dire, c'est par le mouvement de votre diaphragme. C'est par la qualité de votre respiration que vous allez masser l'ensemble de vos viscères, et du coup que vous allez relâcher les tissus, notamment les fascias qui entourent toutes les viscères et qui sont reliés à votre colonne vertébrale. Vous voyez comme tout est relié? Donc ça c'est hyper important. Et le dernier point là-dessus, c'est que le fait de respirer de manière cohérente, donc c'est-à-dire d'avoir un schéma où j'arrive à respirer, où je suis bien stable, droit, j'inspire par le ventre, le dos, les côtes, et en dernier lieu, j'utilise le haut de la cage thoracique, mais sans utiliser les muscles respiratoires secondaires et accessoires, et bien là, je vais développer ce qu'on appelle une pression intra-abdominale optimale, et c'est ça qui va venir permettre de resserrer les chaînons, de bien resserrer le plancher pelvien aussi, pour que la colonne soit maintenue dans un état cohérent et optimal. Et donc, au revoir les maux de dos, et là c'est la base d'un mouvement fonctionnel. Là par rapport aux sportifs qui regarderaient cette vidéo, régulièrement, en tout cas dans les jours de repos ou avant ou après votre séance, de toujours avoir une respiration. Vous pouvez vous allonger sur le dos, mettre vos deux mains au niveau de vos deux dernières côtes et de sentir sur l'inspire vos côtes qui s'écartent sans forcer et qui reviennent à l'intérieur. C'est essentiel
pour corriger justement les perturbations au niveau de la colonne qu'il y a pu avoir pendant l'effort, et surtout de les remettre dans un état d'équilibre, de renvoyer au corps une information d'équilibre. Et c'est pareil quand on a mal au dos, hein. C'est dans l'ordonnance en fait. Donc voici pour cette dimension biomécanique. Voilà, ça va vraiment augmenter la capacité pulmonaire, on va stabiliser la colonne vertébrale et comme je vous ai dit, ça va avoir un effet sur la concentration et le calme. Et troisième et dernière composante, c'est la composante donc psychophysiologique. On pourrait parler de composante nerveuse, mais vous voyez que le caractère nerveux il est un petit peu partout. En tout cas, c'est une composante où on va venir équilibrer les deux composantes de mon système nerveux. La composante sympathique qui me permet d'être dans un état d'alerte, hein, d'être en éveil, d'être vigilant. C'est quand cette partie du système nerveux est stimulée que les battements de mon cœur s'accélèrent. Et la composante parasympathique qui vient calmer, c'est la composante c'est le système nerveux qui nous régénère, qui nous permet de digérer, de faire beaucoup de fonctions autonomes, qui nous permet de dormir. Et c'est une composante, quand elle est stimulée, qui va venir ralentir les battements de mon cœur. Donc il y a un équilibre, hein, on est toujours dans cet équilibre action-repos, et de prendre un rythme, le rythme de cohérence cardiaque, c'est-à-dire j'inspire sur 4 secondes, j'expire sur 6 secondes, ou alors en 5-5 ou en 6-6, ça va venir stimuler puissamment le système vagal, d'accord, donc c'est-à-dire plutôt le système parasympathique qui va venir un peu tout équilibrer. Et là, on va pouvoir vraiment rééquilibrer ces deux composantes, qui va avoir un effet premièrement anti-inflammatoire important, parce que quand on stimule le nerf vague en respirant de cette manière-là, c'est le seul réseau nerveux qui libère des molécules anti-inflammatoires, en plus de se refroidir. Donc ça, c'est hyper important, dans un point de vue santé, d'un point de vue immunitaire, de base. Ensuite, l'équilibre entre les deux branches, ça va permettre de venir, on va dire, un petit peu gommer des cellules qui seraient un peu indésirables et qui n'arriveraient pas à suivre le rythme. C'est-à-dire qu'on vibre quand on est malade, quand on a des difficultés physiques ou mentales. Et ben, il y a des vibrations qui sont pas, qui vont sortir, on va dire, d'une vibration naturellement agréable. Quand on respire sur le schéma dont je viens de vous parler, on va vibrer sur une autre fréquence, et les cellules qui ne sont pas sous cette fréquence-là vont s'accorder, vont s'aligner. Donc soit elles vont reprendre leur pouvoir et elles vont réussir à revenir dans le train agréable, soit elles vont s'autodétruire et elles vont être expulsées, tout simplement. Donc ça, avec de l'entraînement, on va rééquilibrer au niveau nerveux. Et comment ça va se traduire? Ça va se traduire par beaucoup plus de maîtrise sur ces états émotionnels, beaucoup plus de recul, et simplement aussi des réactions qui d'un coup vont disparaître de votre vie. Okay. Il y a même des techniques, j'en parlerai dans une autre vidéo, de respiration augmentée, où on va venir puissamment perturber cet équilibre nerveux pour pouvoir activer le système de survie, et ensuite, boum, débrancher et retomber dans le système parasympathique qui nous calme. Et là, on va gommer beaucoup de choses. C'est comme si d'un coup, on passait un grand coup de balai. Et donc, ça permet vraiment d'agir au niveau émotionnel. Donc voilà, composantes biochimiques, on équilibre les rapports gazeux, principalement. On diminue sa sensibilité au CO2, notamment au niveau des capteurs, pour diminuer les signaux de danger et de danger de mort qui sont envoyés au cerveau. Ensuite, on a parlé de la composante biomécanique, donc on va libérer de la pression au niveau des poumons pour augmenter justement le travail des alvéoles, augmenter l'espace qu'il y a ici, hein, cette liberté d'espace au niveau du cœur, hein, et forcément au niveau, je ne l'ai pas dit, mais au niveau cardiaque, c'est hyper important, hein, cet élément. On va mieux masser nos viscères et on va avoir un schéma fonctionnel qui permet de resserrer la colonne vertébrale, en tout cas de la maintenir dans une bonne stabilité. Ça, c'est gage de calme, c'est gage de concentration, c'est gage de bien-être. Puis au niveau psychophysiologique, au niveau nerveux, on va équilibrer les deux branches. Ça va avoir un effet important au niveau anti-inflammatoire et au niveau émotionnel. Donc voilà un petit peu là-dessus. Quand on respire de manière cohérente et régulière, en prenant conscience de tout ça, et avec des respirations cohérentes bien sûr que je peux vous apprendre, que vous pouvez déjà retrouver, il y en a qui sont accessibles
dans les autres vidéos de la chaîne, et ben on retrouve un certain potentiel de vie, et je peux vous assurer que vous pouvez soit supprimer tous les médicaments de votre vie, soit en diminuer à 3/4 la consommation. Et des fois, juste respirer 5 minutes, ça suffit, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, bien sûr, et j'oublierai beaucoup de choses de toute façon, tellement il y a de choses à dire, c'est que vous avez une production hormonale dans tout ça. Et je finirai là-dessus du coup. Ocytocine, hormone de l'amour, hormone de la relation sociale, qui est notamment un contre-marqueur du cortisol, donc ça vous aidera à dormir. Quand on a du mal à dormir, c'est parce qu'on a un cortisol trop élevé, hormone du stress. L'ocytocine, ça va venir contre-marquer, donc ça va venir permettre que le cortisol diminue. Noradrénaline, d'accord, ça on va la réguler. Souvent quand on a des réactions addictives ou quand on a des comportements où on va venir en opposition, où on va plutôt s'effacer, c'est parce que la noradrénaline est dérégulée. La noradrénaline, c'est une hormone qui est responsable justement de la qualité de notre système de survie. Donc est-ce que je combats, est-ce que je fuis, est-ce que je me fige, okay, est-ce que je fais le mort. Le fait de réguler la noradrénaline, ça va réguler vos réactions vis-à-vis du système de survie. Donc ça c'est hyper important. La dopamine, système de récompense qui est souvent associé au plaisir, mais qui est surtout en fait associé à ce qui est important pour vous. Quand on est justement les écrans, il y a beaucoup d'addictions aux écrans, en fait on prend des shoots de dopamine et ça va venir en fait un peu nous anesthésier, tellement la dopamine est importante. Elle est sécrétée quand on utilise les écrans, quand on est sur les réseaux sociaux, etc. Donc débrancher des écrans c'est important, mais justement la respirer ça va venir aussi produire de la dopamine. Donc quelque part on se récompense soi-même, on prend beaucoup de plaisir et ça va permettre de réguler tout ça. Et bien sûr sérotonine notamment, et GABA, l'hormone GABA, qui sont deux hormones associées au plaisir et au bien-être et au calme et à la sérénité. Donc il y a aussi des cascades hormonales qui se créent, et ça c'est vraiment en lien avec la partie nerveuse, la partie psychophysiologique, où on va respirer en équilibrant les branches. Quand on est équilibré en fait, on a une cascade hormonale qui est très agréable, et on est capable de prendre du recul. Et vous vous souvenez ce triangle entre les pensées, les comportements et les émotions, on peut reprendre conscience de ce qu'on fait et on peut vraiment agir. On peut vraiment agir sur sa vie, on peut reprendre des nouvelles habitudes qui nous vont bien. Voilà. Et on a en plus toute la liberté de choisir les respirations qu'on veut, tellement aujourd'hui il y a de techniques. Donc je vous laisse là-dessus, et j'ai envie de vous dire en route vers un monde sans médicaments, ou en tout cas avec modération. Voilà, pour moi ça doit être comme l'alcool, ça doit être avec grande modération, mais surtout avec intelligence de jeu. À très vite.